Quel bon vent t'emmène, à quoi le changement mène, à quand le changement, à quand le changement. Bienvenue à Quand le changement, ce 6e épisode. Et aujourd'hui, je reçois Fred Bastien, chroniqueur, animateur, youtubeur, dude d'Internet. Dude d'Internet, j'aime ça. Probablement le titre que t'aimes le mieux ou que te représente le mieux. Ouais, je pense que oui, parce que tu sais, moi j'avais comme, je sais pas, 7-8 ans quand comme, mon père ramenait un ordinateur de sa job, un vieil ordinateur, Okay. puis il était comme, tu jouerais avec ça, puis je suis jamais sorti de cet ordinateur-là. Dès que t'es entré dans ce monde-là, t'en es pas ressorti, pis t'es été captivé par l'Internet, pis par Exact. les possibilités Moi, que ça pouvait je me vois faire. encore comme, même quand je suis sur d'autres médias, je me vois encore comme le gars de l'Internet sur le gars de l'Internet à la télévision, Ouais. le gars de l'Internet à la radio, ou genre là. Puis là, vice-versa aussi, des fois sur Internet, je suis vu comme le gars de la télévision, c'est ça. puis le gars de la radio. Tu sur joues-tu Internet. bien ce rôle-là de comme un peu être imposteur dans chaque milieu dans lequel t'es? Tu joues-tu bien le rôle d'être imposteur? Il y a peut-être de la Ouais, projection c'est ça. aussi, mon ami, parce que je ne joue pas de rôle et je ne suis pas un imposteur. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, dans le sens d'être, mettons, la personne qui est d'un autre milieu dans chaque endroit dans lequel tu travailles. Est-ce que tu sens un peu ce rôle-là envers toi ou c'est juste un rôle que moi je perçois? Je pense que moi, je me suis toujours... je me suis toujours identifié à un peu être en marge de tous les groupes auxquels j'ai appartenu. T'sais, donc, tu sais, comme j'adore appartenir à des groupes, comme tous les humains, mais c'est comme souvent, tu sais, mettons, juste si on prend l'exemple de la musique, tu sais, je suis le rapper au show de punk rock, puis je suis le punk au show de rap. Tu sais, genre, comme, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, on l'a dit avec l'Internet puis la télévision, mais, tu sais, je suis le gars de skate dans l'équipe de water polo, mais je suis le gars de water polo dans la gang de skate. Okay. Genre, tu comprends? Ouais. Fait que, donc, je sais pas, il y en a qui appelleraient ça être gémeaux, peut-être, là, je sais pas, là, c'est tout dépendant de comme, à qui tu parles. Mais ouais, donc, étant toujours en marge des groupes comme ça, je suis juste habitué, je pense. Fait que, tu sais, puis ça me met dans une position intéressante pour construire des ponts, je pense. Puis j'aime beaucoup construire des ponts, que ce soit entre les communautés, ou les milieux, ou les industries. Fait que, Tu vois-tu un regard un peu, quand mettons tu travailles soit à la télé ou dans le web, comme dirigé vers comme quoi t'es perçu comme le gars de la télé ou comme le gars du web quand tu travailles, mettons, dans ce milieu-là, à travers mettons, tes collègues? Ou tu sens pas vraiment ce regard-là? C'est une bonne question. Je me pose pas la question comment mes collègues m'aperçoivent. C'est une bonne chose, sûrement que je raserais mieux ma barbe si je me posais plus la question comment mes collègues m'aperçoivent, peut-être. Donc, je sais pas trop, là. Faudrait leur demander à eux, dans le fond. Je comprends. Très bien. J'adore ta casquette en passant. C'est Atlanta 96, c'est ouais, ça? j'étais dans une friperie. Je pense que c'est des Jeux olympiques de 96. Parce que là, moi, c'est, tu sais, I remember, là, tu sais, c'est comme, ils donnaient ça, si je me souviens bien, ils donnaient ça dans les stations d'essence. Genre, pendant les Jeux olympiques d'Atlanta. Ils sont écœurants, les 90s. Là, j'étais trouvé dans une friperie, j'étais genre, that's the one. Toi, t'es-tu Gen Z? 98, là, je sais pas c'est quel. Moi non plus, je sais pas. Je pense que c'est Gen Z. Il faut les parce générations. Que vous êtes trop ces 90s, vous capotez, vous autres. Là, genre, ben, je veux dire, tu sais, moi, j'étais à la fin des 98, j'ai vécu 2 ans dans les 90s, mais on va pas dire que c'est vraiment. Mais c'est pas la culture a comme poursuivi un peu. Moi, je dis toujours que les 2 plus belles années de ma vie, c'est les 80s. Parce que t'es né en 78, genre. En 78? Quel âge tu penses que j'ai? En 88. Ok, ouais, excuse-moi. En effet, c'est excuse. Les 80s, les 2 plus belles années de ma vie. Yeah. Puis toi, justement, je regarde ta casquette, qui est ton nouveau groupe de rap, c'est ça? Exact. Wow, le gars, il a fait sa recherche. J'ai vu... rap, oui. Alto, oui. Nouveau groupe. D'ailleurs, ça sort quand, ton émission? Ça va sortir en juillet, fait que ça va être un peu dans ça a déjà eu lieu, le 24 mai, notre premier show. Non, mais, fait que peut-être qu'il y en a encore en vente, mais Rap Alto, allez voir ça sur Instagram, Rap Alto MTL, sinon www.rapalto.com. C'est un band de rap avec mon cousin. Ouais. Comment c'est parti, ce projet-là? Tu fais de la musique depuis quand même une couple de temps. Je fais de la musique depuis que j'existe. Je rappe depuis que j'ai 12 ans. Là, c'est une autre affaire. C'est comme l'ordi. C'est comme je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Puis j'ai jamais vraiment. Tu sais, j'ai entendu récemment Eman sur un beat, un rappeur de La Clé Ensemble, qui il dit que dans le fond, il est tombé dans le rap par accident. Je pense qu'il a commencé à rapper par accident ou quelque chose de même.
Puis c'est exactement un peu ce qui m'est arrivé dans le sens où moi j'écoutais beaucoup de rap là, depuis que j'étais un kid. J'écoutais du NWA. Là, je vais en voir le show de Ice Cube ce soir. Oh, L'an nice. passé. That's it. Puis un des premiers bands que j'ai découvert, c'est NWA. Vraiment, la première fois que j'écoutais de la musique par moi-même, tu sais. Puis j'avais pas les codes, là, je veux dire, je parlais à peine anglais parce que j'étais un enfant. Un peu quand même, parce que j'en avais dans ma famille, mais je comprenais pas du tout de quoi il était question, là, tu sais. Puis ouais, donc le rap, NWA, pourquoi on parlait de rap, non? Tu parlais de ma casquette, comment le projet a commencé? Parce qu'en 89, ma mère écoutait du James Brown. Puis non, dans le fond, mon cousin puis moi... je fais de la musique depuis que j'étais un kid. Je parlais de Eman qui a commencé à rapper par accident. Moi, dans le fond, j'écoutais de la musique quand j'étais un enfant, puis je me suis rendu compte que quand le gars il arrêtait de rapper, puis que le beat il continuait, ben là, je commençais à rapper dans ma tête. Genre, comme j'ai juste commencé de même. Puis aussi, ça vient avec le quartier. Moi, je viens de l'Est de Montréal, je suis né près du métro Honoré-Beaugrand. Puis c'est un quartier, une grosse mixité sociale. Il y a de tout dans cette. Autant t'es trouvé l'Anjou, c'est comme vraiment toutes les classes sociales. Puis il y avait beaucoup d'afro-descendants proches de chez nous. Fait que comme j'ai grandi dans le hip-hop, puis j'écoutais du hip-hop, puis là, je rappais dans ma tête quand j'avais comme 13 ans, 12 ans. Fait que bref, toutes ces années plus tard, j'ai un cousin qui est arrivé comme vraiment plus tard. Le kid, il a 18 ans, présentement. Okay. Là, c'est peut-être sa fête éventuellement. En tout cas, il a 18 ans, là. Puis il m'a demandé il y a 1 an de rapper sur ses beats. Parce qu'il fait des beats incroyables. Depuis qu'il a 16 ans, il fait du Dr. Dre stuff. T'en as trop des mêmes, bon. des freaks hyper jeunes qui font des trucs. Freaks dans le bon sens. Il y a toujours des freaks hyper jeunes. Ouais, non, mais c'est vrai, il est excellent. Puis là, en plus, il joue du saxophone. Du sax alto. Donc, le nom du band, c'est du rap et du sax. C'est rap alto. Puis finalement, tu sais, c'est comme... Ça devient qu'il y a plus de profondeur que ça. Mais moi, j'adore parce qu'il m'a demandé de rapper sur ses beats parce que ça l'aide à finir ses tunes. Puis moi, il n'y a rien de plus facile et le fun pour moi que de rapper. J'adore, là, tu sais, c'est comme... Quand j'étudiais à l'université, puis tout des parties, donne-moi 2 bières, puis je vais commencer à freestyle, ça, genre whoever, là, tu sais. Je deviens... Ouais, ça, c'est intéressant aussi, tu sais, pendant plusieurs années, j'étais comme, suis-je un rapper, ou est-ce que je fais juste performer l'acte de rapper? Mais finalement, j'ai fini par accepter que dans le fond, c'est le contraire. Je suis un rappeur partout. Fait que tu sais, quand je fais de la politique, je suis un rappeur qui fait de la politique. Quand je suis... Ben, c'est ça que j'étais. C'est ça, ça revient à ce qu'on disait. Ouais, exact. Et comme toujours, en marge des groupes dans lesquels je suis. Y a-t-il un projet qui va sortir ou c'est juste genre... Je pense qu'il y a une tonne jusqu'à la date, là? Non, on a 7 tonnes. On a fait un show le 24 mai, parce que ça sort dans le futur, mais on a fait un show le 24 mai, puis je sais pas exactement comment va être le roll-out. Mais ça va être real. Ça va être hip-hop. Puis avez-vous genre un thème principal à l'album rattaché ou c'est genre freestyle un peu... Y a-tu de la musique à ton émission? Comme je pourrais te faire écouter une... Je vais te lire un texte. Je vais te a cappella un texte, OK? J'aime ça. Fait que... parce que ça, c'est intéressant en plus parce que... Puis c'est rare dans le monde du rap que ça marche de même, mais j'ai écrit le texte comme un peu a cappella. Genre sur un autre... J'avais comme un autre flow un peu en tête. J'ai écrit le texte, je l'ai performé sur un autre beat dans un studio, Réservoir Audio à Montréal. Puis j'ai donné à mon cousin juste le a cappella. Puis il a construit un beat à partir du a cappella. Fait que c'est vraiment intéressant parce que comme ça sonne super jazz, c'est vraiment le fun. Chaque bar est vraiment différente. Puis habituellement, c'est l'inverse. Normalement, c'est comme quand le rap classique se construit, c'est genre il y a un beat puis là, le gars il rappe dessus. Mais là, c'était comme à l'inverse. Bref. J'étais en Australie, à Sydney, puis j'allais bientôt avoir 35 ans. Okay. Puis j'étais très introspectif. Genre, comme fait que je me suis mis à écrire un poème qui est devenu cette tune. Qui s'appelle 35 tours. Très nice. Autour du soleil, 35 tours de fait sur une planète qui n'entend que l'indiscret. Épithète, pas prophète, mais il y a toujours un mais. Même à la retraite, je n'arrêterai jamais. Mes semelles en voyage, tout comme mes lacets. Belle madame, à tout âge, on sera imparfait. C'est la cause de l'effet. Comme un visage refait. Mammifère et mamelle ou un fait, c'est un fait. Tous mes temps de verbes sont plus que parfaits. Un maniaque du mix, sans aucun regret. L'intelligence avance, mais l'humain régresse. Mon royaume pour l'arôme d'une boxeuse en tresse. Demoiselle en détresse, pour éviter le stress. Pour faire de notre mieux, puis éviter le reste.
Loin d'être vieux, la page ouvre la cage. C'est l'attente et inaction qui font des ravages. Les sages savent qu'ils sont caves. Les caves pensent qu'ils sont sages. J'ai remplacé les pensées noires par de l'éclairage. Rends hommage aux racines, aux mages, pas aux marxistes, ces jeunes imbéciles à la pensée magique. J'aime toutes les doctrines, donc aucune d'elles. Le dogme, c'est un chien qui te mange les ailes, comme Hannibal Lecter, où on se reparle tout à l'heure. Grâce à Marie-Louise, je suis plus que lecteur. That's it. Anyway, and we keep going. Très, très fort. Grosse référence. J'aime ça. Thanks, man. Puis là, c'est un projet qui était en français, puis t'avais sorti des tunes aussi par le passé avec tout le nom de Forest. Exact, Forest. Forest, c'est comme dans le band. Dans le fond, le band, c'est Forest puis Alex. C'est comme c'est ça, Rap Alto, dans le fond. Mais c'est vrai qu'il y a comme une version. Forest, il évolue aussi avec le temps. C'est juste un de mes AKA, tu sais, comme Eminem, il y a Marshall Mathers and Slim Shady, tu sais, Forest, c'est juste un de mes... Forest, c'est mon premier AKA de rapper. Celui-là, je l'ai inventé au cégep. Tu sais, je rappais déjà, mais j'avais pas de nom de rapper. Puis là, au cégep, je me suis baptisé Forest. Puis, fait que tu sais, c'est sûr qu'il est un peu comme politique. J'aime la forêt, Rage Against the Machine shit, là, tu sais, c'est comme ça, c'est vraiment Forest. Mais, fait que là, Rap Alto, des fois, j'étais un peu plus cave, tu sais, mais... c'est un autre de mes personnages, j'imagine, mais fait qu'on a une tune en anglais. C'est la première tune, enregistrée dans un studio en Corée du Sud, à Séoul. Puis les 7 autres tunes sont en français. Là, peut-être qu'il y a d'autres tunes entre-temps, parce qu'on va produire cet été. Là. Fait que là, il y a peut-être des nouvelles chansons, mais quand on a enregistré ça, back in May, il y avait 8 tunes en tout. Puis là, peut-être un autre aussi qui s'en vient. Puis ça va vite des fois, parce que je suis capable de freestyle aussi. Puis lui, il fait des beats. Fait que tu sais, l'autre jour, il est comme, yo, j'ai fait une nouvelle tune par accident, parce qu'il a trouvé un de mes freestyles, puis l'a mis sur un autre beat. Puis c'est comme, oh, ça marche, alright, on a une tune de plus, puis on savait même pas. Genre, des fois, des petits saveurs comme ça, tu découvres une tune, puis... ça se crée comme ça par magie. Ben, tu sais, je sais pas si t'es dans Rick Rubin pis tout, là, mais comme... Non, un peu, mais pas tant que ça. Ah non, mais... tu sais, c'est un producteur légendaire de musique, là. Okay. Il a autant travaillé avec Adele que Red Hot Chili Peppers, que Johnny Cash, que... Il a parti Def Jam. Okay. Tu sais, Beastie Boys, Run DMC, juste une légende, là. Jay-Z, 99 Problems, c'est lui. Puis, tu sais... J'aime sa manière de vulgariser que la musique, dans le fond, oui, même quand ça devient un produit, même quand c'est une œuvre commerciale, il y a une part de magie là-dedans. Il y a une part d'intangible, d'offrande à la vie qui dépasse le commercialisme, tu sais. Mm-hmm. Fait que donc, quand tu dis les tunes, ils viennent par magie, tu sais, ben... C'est plus de activement essayer d'aller vers quelque chose, mais aussi se laisser guider par le processus puis faire la meilleure chanson possible dans le moment du moment, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait avec nos premières tunes. En tout cas, c'est le feeling qu'on a eu. J'espère que le monde embarque autant que nous quand on les a faites, dans le fond. Mais pour vrai, j'anime aussi à la fin du rap. Je sais pas si ça dit de quoi, là. Excuse, je suis pas super familier. Ben correct, c'est une émission assez belle aussi. Ok, nice, c'est quand? C'est lundi soir à 19h. J'ai eu des grosses... Quand j'étais ici, tantôt, ce moment-là, j'étais assez belle. Oui, dude, j'ai vécu ici pendant genre des étés. Là, genre. Non, j'ai fait des shows, man. Il y a une période de ma vie où je m'assurais d'avoir une chronique sur un show à CBL. Puis quand le show il finissait, parce que tu sais c'est très saisonnier, je me magasinais une autre chronique, un autre show, souvent à la même case horaire. J'étais juste pas trop te déplacer. Ouais, fait on parle de quoi maintenant? Ok, je pourrais faire de quoi là-dessus? Ok, c'est rendu à une émission de sport? Ok, je vais faire des chroniques de sport, tu sais, genre. Puis, fait que j'adore CBL, puis ça a été vraiment utile dans mon processus artistique. Mais c'est ça, c'est une émission sur le rap, puis on soit des artistes. Fait que si jamais vous, cet été ou à l'automne, vous voulez venir passer, puis ça serait nice, une centre-ville. Ah, ben oui, avec plaisir. Ça vous tente. Puis autour du rap, moi aussi, je suis un gros fan de rap. Puis j'étais curieux de savoir, mettons, ton GOAT, Greatest of All Time Rapper. J'avais t'en sortir trois questions. Attends, là, m'en sortir 2 autres questions en lien avec ça. OK. Ton GOAT, ton artiste sous-estimé que t'aimerais que d'autres personnes découvrent. Puis ton artiste du moment, ou ta tune du moment, mettons. Ok, c'est bon, c'est 3 très bonnes questions. Là, mon goal, c'est tough. Parce que d'habitude, dans le rap, c'est top 5 dead or alive. Là, là tu me demandes de choisir mon goal. Mais ok, je vais y aller simplement avec la première réponse qui m'est venue en tête quand tu m'as posé la question. Killer Mike. Ok. Pour moi, mon goal, c'est Killer Mike, gars d'Atlanta. C'est la moitié du duo Run the Jewels avec LP de New York. Je l'adore, même en solo. Là, son album Rap Music avec LP est bon, mais même sa musique avant, c'est incroyable. Il a feature avec Outkast dans le temps. Ouais. Puis,
C'est un gars qui m'inspire, il me fait rire, il me fait réfléchir, il a un flow incroyable. Puis comme Lil Wayne, il écrit pas, là. Il fait juste comme... Il a comme une mémoire photographique, puis il fait juste arriver avec ça. Il écrit ses verses dans sa tête, puis il est fait, genre, c'est hallucinant. Donc Killer Mike, allez voir la chanson Untitled de Killer Mike, ça vaut la peine. Le dernier verse, la chanson Untitled, c'est très dur à battre, là. I don't trust the church nor the government, Democrat, Republican, Pope, boy, bishop, or the other man. And I believe God has sustained me with rap, so I pick a burning bush, put it in a swisher wrap, and they can't kill a G. I've seen how I die. I'm only going once. A coward dies 1,000 times until the chariot come and takes her home. I'm gonna spit these ghetto gospels over all your gutter songs. I'm gone. Killer Mike, man. Greatest of all time. Tu sais, je m'identifie beaucoup à son angle. Très cool. Je connais pas beaucoup, honnêtement, mais je vais apprendre à découvrir. Ouais, ça aurait pu qualifier comme à découvrir, tu sais, genre. Parce que c'est vrai qu'il mérite d'être découvert. Mais écoute son album Rap Music. Okay. Puis tu connais-tu Run the Jewels? Je connais de nom un peu, mais pas vraiment. Mais t'aimes-tu le rap agressif? Le rap américain? T'aimes-tu le rap américain? Quand même, mais je suis vraiment plus dans le rap keb, mais en. Mais, ah ouais, c'est ça. Mais je veux dire. Je m'intéresse au rap depuis environ comme après le secondaire, fait que genre 2015 après, fait que tu sais, genre dig dans le passé, j'en ai fait un petit peu, mais il y a comme tellement de stock que genre, tu sais, je connais les gros trucs, mais c'est plus comme le truc, les choses récentes que je connais un petit peu plus. Mais je vais faire mes recherches pour me checker ça for sure. Bon, maintenant pour le sous-estimer. Elle est plus tough, celle-là? Ben, c'est parce qu'il y a tellement de noms, tu sais, comme... tu sais, je sais pas non plus à quel niveau de gens je m'adresse, mais... Mais mettons personnellement, genre, ouais. Que t'aimerais que d'autres personnes découvrent. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis un gros fan de Raccoon, là. Ouais. Tu sais, fait que je sais pas s'il est sous-estimé, parce qu'il devrait pas l'être, là. Je veux dire, il est excellent. Mais ici, il y a plus de gens au Québec qui peuvent écouter la musique de Raccoon, je pense que tout le monde va mieux se porter. Je trouve vraiment qu'il y a comme... Il a saisi un esprit qui était dans le début du rap keb puis qui l'a comme amené en ce moment avec genre les enjeux sociaux qu'il y a en ce moment puis une plume genre il est incroyable. Lyrical incroyable, il est fou raide là, tu sais, j'ai déjà eu la chance de le voir travailler puis vraiment il m'impressionne donc shout out Raccoon man. Je pense pas qu'il est underdog mais j'aimerais ça que le monde l'écoute plus. Le respect aussi qu'il y a des OG, ça montre vraiment que genre il fait du gros stock là. Yep. Shout out au OG, man. Shout out au vrai. Yeah. Puis, mettons, t'antisses du moment ta toune du moment, mettons. Du moment que j'écoute, c'est Céline Dion, Tout l'art des hommes. On aime ça. Sinon, OK, ça c'était avant le beef Kendrick-Drake, là, mais j'ai eu une grosse passe où je suis retombé dans la tune Forever de Drake. Okay. Je sais pas si tu connais la tune Forever de Drake. Je suis pas un grand Drake connaisseur. Non, mais c'est early, là, c'est genre Before It Was Cool. C'est genre, c'est la trame sonore d'un documentaire sur LeBron James qui est sorti genre en 2012. OK? Puis c'est une tune de Drake. Check les features. Moi, je suis un gros fan de rap américain. J'aime le rap cap évidemment, là, mais je suis vraiment un gars des States. C'est Drake featuring Lil Wayne, Kanye West et Eminem. What the hell? Tu sais, c'est comme, t'as Drake de Toronto, là, tu sais, puis en plus, il commençait à être populaire aux States. Il y avait ses mixtapes, tout ça, mais comme, il commençait à être big. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. J'écoutais, j'étais sur mon ordi, puis j'écoutais Musique Plus, puis il y a cette tune-là qui a commencé, puis j'étais là, c'est qui ce gars-là qui est avec, soudainement? Tu sais, genre, je connais pas le doute, puis il est avec Eminem de Détroit, Lil Wayne de la Louisiane, puis Kanye West de Chicago. Mais il y avait déjà un nom à ce moment-là? Ou ce qui était arrivé, dans le fond, c'est qu'il avait été signé par Lil Wayne. C'est ça que je savais pas à l'époque. Okay. Lui, c'est ça. Le play de Drake, ça a été d'être signé par Young Money, puis là, à partir de là, ça s'est vraiment comme développé pour lui. Puis c'est comme Simple Plan, comme Céline Dion. Des fois, signé aux States, ça semble fonctionner. Ouais. Quand t'es dans un certain genre, des fois, ça aide, for sure. Exact. J'en regarde sur un autre sujet, mais t'as switché tes grills de rap pour un chapeau de cowboy le temps d'une toune pour l'émission possible. Ouais. Ça a été quoi le processus de cette chanson-là? Ça a été comment comme changer de style aussi, d'écriture? C'est intéressant, mais moi, j'aime beaucoup le country pour vrai. Okay. Comme toute l'histoire du country. Moi, dans le fond, j'aime la musique lyrique, là, tu sais. Parce que le rap, pour moi, c'est juste la musique lyrique, tu sais. Puis j'aime qu'on passe des messages intéressants dans
des packages de paroles. Puis là, j'aime le punk aussi, puis je trouve qu'il y a une charge lyrique, une charge émotive aussi dans ces chansons-là. Puis le country, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qu'ont en commun le punk rock, le hip-hop et le folk, mettons? C'est de la musique populaire qui sont simples. C'est comme, le rap, c'est des loops, le punk, c'est du fast-pace, aussi 3-4 accords, puis le folk, c'est aussi 3-4 accords, c'est populaire, c'est donc qui servent à appuyer un message, tu sais. Donc, en ce sens, je trouve que ça se fait quand même bien de passer du rap au country. Bon, là, on s'entend qu'au niveau des communautés, par exemple, ça n'a pas toujours été des communautés qui ont été toujours dans la grande entente. Puis, tu sais, j'ai apprécié la démarche de Beyoncé à cet égard. Mais même avant elle, Lil Nas X, puis Billy Ray Cyrus, là, qui ont contribué. Tu sais, ça, c'était comme la première fois où il y avait vraiment un gros choc commercial là, dans le country puis le hip-hop, mais avec des afro-descendants, right? Parce que ça faisait des années que genre Kid Rock il existait puis il faisait exactement c'est du genre, excuse-moi l'expression, mais du genre de redneck rap, ça existait là, tu sais. Bref, tout ça pour dire que je pense que ça se fait bien de passer du rap au country parce que c'est un peu l'essence du texte qui est le plus important. Puis dans le cadre de l'émission Possible à Télé-Québec, là, on s'intéressait au phénomène de la popularité du country. Puis là, donc, ma mission, c'était de devenir un chanteur country. Puis j'ai pris ça au sérieux. Même au-delà de l'émission, j'étais allé bien plus loin. Là, j'ai passé genre au moins 2 soirs à écrire. Puis genre, tu sais, j'ai réenregistré la tune avec un musicien country, tu sais, bien en dehors de l'émission. La tune a joué à radio, elle joue encore à radio en région. C'est quand même impressionnant de là, il faut qu'une joke de même. J'appelle la soquette. C'est pas une joke. C'est pas une joke. J'ai vraiment... J'aime trop la musique pour considérer ça comme une joke. Je comprends. Je me suis vraiment fait briser le cœur, puis j'ai vraiment écrit une tune about it. And that's country. Genre, comme, dans le fond, quand tu rentres au musée du country à Nashville, le Country Music Hall of Fame à Nashville, au Tennessee, il y a une grosse affiche, puis c'est écrit Country Music is 3 chords and the truth. Fait que, tu sais, pour réussir à écrire ma tune, j'ai pris le processus de OK, c'est quoi une tune country, man? C'est se faire briser le cœur puis le raconter, mais here we go, on l'essaye. Puis après ça, j'ai des réflexes de rapper pour faire des petites twists de phrases, puis voilà, ça donne ce que ça donne. T'as-tu des retours comme sur la tune de la part du public? Ouais, il y a des gens qui aiment ça. Ben, tu sais, je veux dire, ben, ça joue à la radio, clairement. C'est quand même nice. Whatever that means. Mais, ouais, je suis super content, je suis super fier. Puis j'ai le goût d'en faire une deuxième. Mais là, il va falloir que je gette mes affaires straight avec la soquant puis les droits puis tout ça. Là, c'est comme là, parce que là, I guess, je vais être payé vu que c'est genre radio, j'ai aucune idée combien. Il faut vraiment que je gette my shit straight. Ne faites pas comme moi, c'est compliqué les affaires de non, soquant. C'est juste que je suis. Tout l'administratif, là, c'est compliqué pour moi. Je pense pas que c'est compliqué pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est beaucoup. Mais donc, tu sais, une fois que je vais avoir là, le retour de ça, là, sur le coup qu'on a fait quelques dollars, je m'attends pas à être très riche, mais si c'est assez de dollars pour en enregistrer une deuxième, je vais en faire une deuxième. OK. J'ai déjà mon idée, mais j'en dis pas plus. T'as gardé dans un gré pour je vais y aller un peu plus dark, parce que là, ma première tune, c'est country. Le gars, il est trop, il est en amour, puis il est full pop, puis genre, mais là, j'aimerais ça faire comme du vieux. Ben là, on a nommé Johnny Cash tantôt, mais je veux pas m'attaquer à cette icône, là, ça n'a aucun bon sens, mais quelque chose d'un peu plus dark, comme... tu sais, du outlaw country un peu, là. Tu sais, genre, un peu plus, genre, fait 3 jours sur ma Cowboy moto. ténébreux genre, un peu. Exact. Comme, je sens le whisky, puis la sueur, puis genre, tu sais, comme... Je vais être sur mon cheval au lever du soleil. Exact. Je te donne pas le refrain, mais j'ai en tête, puis j'ai hâte. Ça va être le fun. Ben non, non, ça. L'émission Possible, je suis curieux qu'on en parle parce que c'est un format qui est quand même... Tu sais, j'ai écouté quelques épisodes d'hier, puis c'est un format qui est quand même... Mais il pourrait être vraiment très cool. Puis je trouve ça fun parce que ça fait un genre de pont entre la télé traditionnelle puis certaines animations qui sont comme typiques réseaux sociaux. Comment vous avez créé un peu cette émission? Puis parle-moi un petit peu de ton implication à travers ça. Comment le projet s'est créé, tout ça? Fait que t'as-tu aimé ça? Ouais. Pourquoi j'aime? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est comme un mélange de genre...
sais, comme un peu les testeurs, là, à vrac, ma référence, c'est ça, c'est là. bon. Mythbusters avant, c'est là, ça, mais c'est ça. même là, mais c'était pas ça qu'on avait en tête, mais j'accepte, là, je suis d'accord. Puis, mais il y a quand même un travail journalistique aussi à comme t'intéresser. Mais il y a un travail journalistique. Non, mais c'est ça, mais tu sais, t'as le côté ludique, t'as le côté informatif aussi. Fait que tu sais, je trouve que quand t'as ces deux clés-là dans une production, je pense que déjà tu passes sur des bonnes bases. Puis, mais j'ai adoré ça. Thanks, man. Tu le recommanderais à d'autres? For sure, vraiment. Ouais? Ouais. Fait que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que... je pense que il y a beaucoup de choses qu'on a réussi avec cette émission-là. Puis j'ai encore certaines frustrations envers l'industrie de la télévision québécoise. OK. Puis j'espère avoir une deuxième saison de cette émission-là, mais je peux même pas savoir si une deuxième saison ou non. Vers ça ou vous savez pas encore? On devrait le savoir lorsque cet épisode sera diffusé. Parfait. Mais à suivre. Donc, j'espère avoir la chance de continuer d'aller encore plus loin avec cette équipe-là, mais je pense qu'on est dû aussi pour autre chose. OK. Tu parlais de tes frustrations envers la télé québécoise. Qu'est-ce qui te frustre? Non, mais là, vu que je viens de parler de l'émission Possible, je peux pas... Je veux me distancer de ce projet-là en particulier, là. Mais en général, je veux dire, j'ai commencé à Musique Plus en 2009, là, je faisais la télé-réalité Vidéo Recherché, puis 2010, ils m'engageaient. OK. Puis, il y a des discussions que j'avais avec des producteurs puis des cadres à cette époque-là. Là. Fait que là, on parle de 2011, 2012, 2013, que j'ai encore aujourd'hui avec des producteurs de télévision. La mentalité n'a pas changé vraiment envers... Exact. Pas juste la mentalité, les enjeux, comme les anecdotes. donc, je pense que... Mais le meilleur moyen de pallier à cette frustration-là, c'est d'agir. Ouais. Puis c'est ce que je fais presque à chaque jour. J'essaie parce que j'aime tellement notre culture. Puis c'est vrai que pendant longtemps, la télé, c'était un gros vecteur de notre culture. Ça va l'être encore, mais là, il va falloir qu'on trouve le moyen de changer de boîte, là, puis d'exister autrement. Là, trouves-tu que... de plus en plus, je trouve que la télé tente de faire des ponts avec le web. Des fois, ça se fait bien, des fois moins bien. Ouais. Des fois, ça se fait pas. Ouais, c'est ça. Ben, c'est mieux que ça soit fait que pas du tout. Ouais. Comment tu vois un peu la relation? Parce que j'ai entendu parler à travers certaines tribunes que tu avais des discussions avec certains producteurs qui comprenaient pas l'intérêt du web ou pourquoi ça devenait important. Est-ce que tu as encore ces conversations-là? Puis est-ce qu'il y a un développement ou une certaine compréhension? Il y a du monde qui comprennent tout de suite. Là, ouais. Mais je me fais beaucoup dire ces temps-ci, t'avais tellement raison. Puis je veux dire, je suis comme quoi que j'ai dit. Je te dis, je me fais dire, à telle party de Noël, en telle année, de telle émission de télé, t'avais dit que tac, elle est arrivée, puis c'est exactement ce qui est arrivé dans les 6 dernières années. Alright, man. Puis tu sais, je le dis pas pour avoir raison, je le dis parce que j'essaie d'aider cette industrie-là à exister, tu sais. Ouais. Mais l'Internet, c'est la vraie vie. Puis, je parle symboliquement, là, dans le sens où, évidemment, le monde, des fois, se met des filtres puis du maquillage, là, mais ça reflète la vraie vie. T'sais. Récemment, j'étais à un événement d'influenceurs. On peut aimer ou non ce nom-là, là, mais c'est une industrie qui existe. Puis, j'étais avec des gens d'une industrie traditionnelle qui m'ont accompagné à cet événement-là, d'un gala d'influenceurs. Puis les gens de l'industrie traditionnelle m'ont dit « Oh my God, mais il y a donc bien de la diversité ici. C'est incroyable. » J'étais comme « Oui, parce que c'est la vraie vie. Il n'y a pas personne qui a choisi, genre, c'est juste vous autres qui avez une tribune. » Non, parce que l'Internet, c'est juste la vraie vie. Puis la vraie vie, il y a de la diversité, genre. Fait que c'est le genre d'affaire où c'est... Mais c'est dur de désapprendre parce que quand toute ta vie, tu travailles d'une certaine manière, puis je pense que pour plusieurs, tu es plus proche de la retraite que de te réinventer. Ben, c'est difficile de faire de la place. C'est ça, puis t'as moins tendance à laisser la place aux autres quand t'as un poste qui est déjà bien scellé, puis ça fait plusieurs années que tu fais tes choses à ta manière, puis c'est justement comme si tu penses à la retraite dans 10 ans ou dans 5 ans, même si les choses vont évoluer, ben, je veux dire, tu vas garder ta manière de faire qui a marché pendant longtemps, même si les trucs évoluent. Anyway, les gens qui s'intéressent vraiment à cet enjeu-là devraient lire sur le dilemme de l'innovateur. Il y a un livre qui est écrit là-dessus, là, de Innovator's Dilemma, mais aussi juste sur Internet, comme tu peux avoir des résumés assez intéressants. Puis
Tu sais, dans le fond, en gros, là, c'est que mettons que toi, tu vends des souliers, OK? Toute ta vie, tu vends des souliers. Puis là, à un moment donné, il y a un été que la mode, c'est les Crocs. Mais là, toi, tu vends des souliers. Là, tu vas-tu continuer à vendre des souliers ou tu vas comme commencer à essayer de vendre un peu des Crocs? Mais là, pour ça, il faut que tu changes un peu ta chaîne d'approvisionnement. Puis là, ça te coûte des grosses dépenses. Tu vas-tu vendre genre 20% des Crocs juste pour être sûr d'avoir un morceau de ça, ou te concentrer sur ta vieille business? Mais là, si l'été d'après, c'est 40% les Crocs. Mais tu sais... Donc, tu as un dilemme d'innovateur parce qu'il faut que tu ailles contre ta philosophie d'entreprise si tu veux innover dans le domaine où tu es. Mais c'est difficile d'aller contre les choses qui te ramènent du revenu présentement. T'sais. Fait que là, si je donne l'exemple très précis de la télévision, je vais parler de Musique Plus parce que c'est dans le passé, puis je les aime beaucoup, je les aime encore, puis j'aimerais ça encore qu'une telle chose existe, puis je suis là pour les aider s'ils ont besoin. Mais quand je disais pourquoi les VJ sont pas sur YouTube, là, je te dis, là, en 2013, là, c'est sûr que j'ai dit ça. Là, sinon, 2012. Il me disait, on va perdre des abonnements au câble. Puis j'étais comme, ouais, mais vous aurez plus de brand. Genre, c'est comme... Puis imagine-toi si quand Cynthia Dulude se partait une chaîne YouTube, Cynthia qui fait ça depuis 10 ans, publie presque je pense à chaque semaine ou plus, a récemment gagné un prix. Imagine, à l'époque, elle était pas connue, là. Puis là, elle a un demi-million d'abonnés. Là. Imagine-toi si Shelly, qui était ultra connue à cette époque-là, était allée sur YouTube, puis avait un peu pris les codes, ben, Musique Plus existerait encore. C'était une vision que beaucoup de monde avait ou c'était genre assez niché à ce moment-là? Non, je t'ai dit, je t'en marche, je me fais cancel des réunions de production constamment. Non, j'exagère, là, mais c'est sûr que ma méthode est parfois un peu no bullshit, puis comme... c'est comme ça que j'opère, puis c'est jamais fait de manière malveillante, mais il y en a pour qui ça peut un peu passer, mais je pense qu'il y en a qui aiment ça aussi. T'es allé au Sénat il y a quelques mois pour parler de la loi C11, qui est comme un peu en lien à ce qu'on parle en ce moment. C'était quoi cette expérience-là de témoigner? Parce que c'est les audiences publiques, c'est ça? OK, dans le fond, le Sénat... Bon, il y a deux choses, là, parce que là, tu as parlé du Sénat, mais j'ai aussi fait le CRTC. Ah, OK, c'est ça que je me mets entre les deux. Donc, le Sénat, c'était la première fois, le CRTC, c'était la deuxième fois. Le CRTC, c'était les audiences publiques. J'ai été là avec Scott Benzie de Toronto, qui était avec Digital First Canada. Puis j'étais là pour essayer de donner la perspective des créateurs de contenu québécois, mais aussi des consommateurs de créateurs de contenu québécois. Puis avant ça, je suis allé au Sénat, effectivement, sur la loi C11 en particulier, mais là aussi, là, mais c'est... puis là c'est parce qu'il y a bien des politiciens qui travaillaient sur cet enjeu-là, qui était d'essayer de mieux financer la culture canadienne en faisant payer des grosses plateformes américaines. Premièrement, ils mélangeaient Netflix et YouTube. C'est pas pareil, là. Netflix, là, c'est un peu plus comme l'industrie traditionnelle, c'est-à-dire c'est une gang de personnes en soude qui décident qu'est-ce que les gens regardent. Alors que sur YouTube, c'est les usagers qui créent du contenu. Fait que, tu peux pas prendre ces deux phénomènes-là et dire c'est pareil. Les législateurs le faisaient. Puis deuxièmement, pour vrai, les gens qui travaillaient sur ces lois-là, ils pensaient, des fois, il y en a qui pensaient que YouTube, c'était juste des vidéos de chats. J'étais comme, non, mais yo, c'est comme, c'est économie canadienne. Même encore aujourd'hui, il y avait encore centaines de créateurs. Oui, mais attends, yo, il y a comme 5 ans, la majorité des juges au Québec savaient même pas c'était quoi une plateforme de création de contenu. Tu sais, comme, parce que les institutions sont vieilles, tu sais. Fait que, donc, puis non seulement les institutions sont vieilles, mais il y a aussi un incitatif pour certaines institutions traditionnelles à ne pas faire de place aux nouveaux médias. Parce que ça crée la compétition. Puis, exact. Puis parce que ça nuit à leur modèle d'affaires, puis parce que ça dérange l'ordre établi, right? Mais c'est ça, c'est des cycles d'industrie, puis ça arrive constamment. Puis, mais mettons, parler au Sénat, t'avais-tu un stress? Ça a été comment un peu le processus? Est-ce que c'est toi mon gars, j'ai adoré ça. C'est sûr que ça vient avec un stress, mais tu sais, moi, je suis chanceux parce que j'ai appris très jeune à canaliser mon stress positivement. Tu sais, comme avec le sport, notamment. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je faisais du tir à l'arc, je faisais du water polo, etc., du soccer, blablabla. Puis, moi, je pense que le meilleur remède au stress, c'est l'action. Fait que, tu sais, oui, aller m'adresser au Sénat, pour moi, c'est un privilège, un honneur. Je pense que plus jeune, j'aurais peut-être rêvé à ça, mais j'aurais pas pensé que ça allait vraiment arriver. Puis là, finalement, tu sais,
ce dont je suis le plus fier, c'est que je sais que ça a fait son chemin, tu sais. Ouais. Puis j'espère que les gens avec qui je travaille sur cet enjeu-là, ils savent que j'essaie de construire des ponts puis d'être comme le plus bienveillant possible pour la culture canadienne et québécoise, t'sais, parce que j'aime tellement ces deux cultures-là. Mm-hmm. Tu parlais de Musique Plus tantôt, de ton passage là. C'était quoi l'impact parce que ça fait ça en début de carrière, c'était un des premiers postes. Ouais. C'était quoi l'impact de Musique Plus sur ta carrière puis sur le... Aussi, tu sais, l'industrie visuelle québécoise puis tout le reste des choses. Ben, Musique Plus, c'est le best, là. Ouais. Parce que même si j'ai eu le tail end de Musique Plus, ouais. Moi, je dis des fois au monde, j'étais là pour fermer la shop, là, tu sais, genre. J'ai quand même eu le bénéfice et le privilège incroyable de faire cette école, de rencontrer tout le monde. Tu sais, c'est comme juste le fait de côtoyer les VJ quotidiennement, c'était une classe de maître constamment. Les techniciens. J'ai tellement appris parce qu'en plus, tu sais, quand ils m'ont engagé en 2010, ils m'ont dit ça, c'est ton Kodak. Jeudi soir, il y a un match de la LNI, tu reviens avec un reportage. J'étais comme, alright, je faisais tout. La caméra, l'écriture, l'entrevue, le montage, la mise en ligne, presque toute la mise en ligne, pas toute, mais presque. Puis, donc, t'apprends tellement vite, parce que tu portes tous les chapeaux en même temps. Puis, je le raconte souvent, tu sais, s'il y a une erreur quelque part dans le processus, il y a une personne responsable, c'est tout. Fait que tu peux pas blâmer personne d'autre, tu peux juste t'améliorer. T'sais. Comme si ta white balance est mal faite sur ta caméra, tu vas le voir au montage, tu vas être fâché. Si ta question est pas bonne, tu vas l'entendre au montage, tu vas être comme crime, ma question était pas bonne. Ouais. Fait que tu sais, tu deviens très 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 critique, puis tu t'améliores vraiment vite. Peut-être c'est dans moi aussi d'être comme ça, là, de toujours vouloir m'améliorer, mais. Ouais, je suis même. Ça a été formateur pour la suite des choses pour toi. Hein? Ben oui, puis encore, là, quand j'ai la chance de revoir des collègues de cette époque-là, là, autant les techniciens, les collègues recherchistes, les collègues du web, les caméramans, les VJ, c'est la famille. Là. Puis quand... Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça. Quand la mort de Musique Plus est arrivée il y a quelques mois, c'était quoi ta réaction à travers ça? Années déjà. Ben écoute... Malheureusement, c'était annoncé, là, dans le sens où, tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'avais fait mon deuil, dans le fond, là, tu sais. Tu savais que c'était la fin bientôt. Ouais, mais je suis quand même de ceux qui croient encore qu'un modèle numérique est possible et peut être rentable. Mais, tu sais, puis hey, man, tu savais comment j'ai travaillé fort là-dessus les derniers mois, man. Pour garder l'affaire en vie, là? En coulisses, mon gars, man, je donne tellement de temps là, à du monde qui, des fois, s'en calisse, tu sais. Fait que bref, j'espère que ça va marcher un jour. Je comprends. Mais tu parlais justement du gala Influence tantôt, Création Influence. Ouais. T'étais-tu présent sur place? Ouais, j'étais allé cette année. Ouais. C'était comment l'ambiance? Qu'est-ce que tu penses de ce gala-là? C'est quoi le best? Bon, ben attends. Fait que le best, là, c'était d'être dans la même pièce que mes amis et collègues influenceurs. Ouais. T'sais, comme de réunir l'industrie. Puis c'était pas tout le monde qui était là. Ce que je disais aussi, c'est comme... Ça, c'est une partie là, du webcam. C'est la partie du webcam qui aime ça se mettre une belle robe et se donner des trophées. Là. Comme Mère de Laval était pas là. Tu comprends? Mais comme moi, la première année, j'étais pas là, mais cette année, TikTok m'a invité, puis j'étais comme sure, avec plaisir. Très super politique. Là, genre. Ouais. Puis j'étais comme yeah, sure, avec plaisir. Puis moi, j'ai invité du monde de l'UDA. Fait que tu sais, c'était comme un gros party politique. Puis de juste revoir mes amis que j'avais pas vu. Il y en a que j'ai pas vu depuis 6 ans, tu sais, des kids. Il y a eu des gros. Dans les années du Slickshot, là, c'était big. Là, quand c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, exact. C'est l'agence qui me représentait à l'époque. Puis de revoir ce monde-là, c'est tellement précieux. Fait que je remercie vraiment les organisateurs de créer un événement où tout le monde se voit. Ça, c'est vraiment c'est le best part. Moi, à partir de là, je suis de même dans toutes les industries. Je veux dire, je suis pas le plus grand fan du concept de se donner des trophées, tu sais, genre comme I'll go, tu sais, c'est pas OK, c'est cool là, les Oscars là, tu sais, genre comme je veux pas être un hater, tu sais, ça me rappelle dans le fond mon bal de finissant. OK. C'est ça, on a 5 genre. J'étais déjà un peu dans le mode genre je vais y aller parce que je veux pas être un hater. Mais genre, comme pour moi, j'aime mieux te faire un hug puis genre te dire genre c'était vraiment cool de passer 5 ans avec toi puis that's it, que de mettre une chemise puis genre Fait que tu sais, c'est un peu la même chose pour le gala où je suis comme mais tu sais, j'étais allé au bal de finissant. Fait que tu sais, je vais aller au gala en mode tu sais là, j'avais pas mis une chemise, mais je m'étais mis un peu plus beau que d'habitude. J'avais mis un step, j'ai mis un step up. Ça valait la peine. Puis donc j'ai apprécié ma soirée. Sauf que c'est un gala, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça représente bien une portion de l'Internet. Puis je pense qu'il y a du monde qui veulent ça, qui
aiment ça de d'autres industries, qui aiment les Gémeaux, qui aiment les Oscars, qui aiment les Golden Globes, blablabla. Fait que tant mieux si c'est ça qu'ils veulent, puis tu sais, qui sait, là, peut-être que je m'inscrirai un jour, là, tu sais, c'est comme là, je suis là, blablabla, le gars, il est trop cool pour le gala, t'sais. Mais j'ai trouvé les speeches excellents cette année. Ouais, mais faut que tu t'inscrives pour soumettre un projet. Tu sais que les galas, c'est le même, faut ouais, que tu mais payes. Je savais que la 10 c'était comme ça, mais je savais pas si c'était le même aussi, le gala. Oui. Faut que tu payes. Tu t'inscris puis tu payes. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça. Les industries font ça. OK? Fait que la Chambre des commerces de votre ville fait ça. Fait des prix, tout ça. Mais là, alors l'entreprise de l'année, je vous jure que l'entreprise de l'année, elle a payé de l'argent pour être en nomination. Ouais. C'est un exercice de PR. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais c'est un exercice de PR qui sert à rappeler au monde que l'industrie existe. C'est vrai pour la disque, c'est vrai pour les influenceurs, c'est vrai pour l'entreprise de l'année de votre chambre de commerce. J'ai vu que récemment, tu avais été accepté pour un projet de pilote de subvention du FMC. Du fond, ouais, FMC, c'est ça. Le Fonds des médias du Canada. Ouais, je suis là-dessus, mon gars, man. J'envoie littéralement, je suis arrivé 3 minutes en retard à ton entrevue parce que j'avais dit 11h, parce que j'écrivais au FMC pour leur dire voici mon budget final. Puis ils sont comme on te revient au plus tard lundi. Voilà. C'est merci Annie-Catherine du FMC. That's it. Mais c'est quoi ce projet pilote-là? Comment ça s'est parti? Est-ce que tu sais quoi le FMC? C'est ceux qui financent. Mais moi, je sais un petit peu, mais explique-moi. C'est le Fonds des médias du Canada, le CMF, Canadian Media Fund, Fonds des médias du Canada, puis il distribue beaucoup d'argent dans l'économie médiatique canadienne. Okay. Genre, il y a des années où il distribuait genre 1,5 milliard. Okay, genre, c'est comme 500 millions. Là, c'est moins, là, c'est comme plus, comme je pense, 200. Quelque... Cette année, je sais pas exactement, ça dépend des années. Mais, dans le fond, il finance. C'est un organisme paragouvernemental. Fait que c'est pas le gouvernement, mais presque. C'est comme entre les deux. Okay. Un petit peu. Il y a des entrées d'argent gouvernemental. Mais qui ont forcé, il y a belle lurette, les diffuseurs à contribuer à créer du contenu canadien. En gros. Okay? Puis eux, ils financent du contenu canadien. Fait que beaucoup de contenu télévisuel, puis des jeux vidéo, entre autres. Okay. Puis pendant les années, évidemment, les YouTubers, là, les cartons numériques, ça n'existait pas, là, parce que c'était l'industrie traditionnelle qui essayait de se protéger. Mais là, soudainement, via C11, que tu as nommé tantôt, il y a des chances qu'il y ait de l'argent qui rentre de Netflix, mettons, puis peut-être aussi YouTube, dans l'économie canadienne. Okay. Puis là, les anciennes institutions, genre le FMC, sont comme « Hey, c'est nous qui allons la distribuer. » Okay? Fait qu'ils sont comme « By the way, on est pour les YouTubers à cette heure. » Maintenant, oui. Il y a du cash qui rentre, c'est à nous. Bon, t'es un peu plus cynique que moi, mais... donc, sachant cela, il y a eu un programme pilote. Puis, tu sais, il y a aussi beaucoup de bonne foi là, de la part de plusieurs intervenants et intervenantes au FMC. Ça fait des années qu'on en discute. Okay. Puis, c'est comme les gros bateaux comme ça. C'est comme les grosses institutions fédérales. Tu sais, Radio-Canada, l'ONF, c'est des gros bateaux, mais il y a du monde de bonne foi là-dedans. Il y a du monde bienveillant. Il y a des gens qui veulent réussir. Tu sais. Puis, c'est grâce à eux que ces bateaux-là, ils réussissent à rouler. Tu sais. Mais, donc, il y a des gens qui ont voulu implanter un programme, puis ça a fonctionné l'an passé. C'est un programme pilote pour la création numérique, où les créateurs numériques d'expérience, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà accompli quelque chose, là, pouvaient appliquer pour des fonds. Puis là, cette année, ils financent 4 vidéos YouTube de moi. Okay. Fait que là, si ça sort en juillet, là, peut-être que ça sort bientôt. Là. Surveillez ma chaîne YouTube. Allez voir Fred Bastien, là, mais il va avoir du bon stock. Ça va être assez excitant. Tu vois comment je suis présentement? Je suis enthousiaste. Ça veut dire que ça va faire des bons vidéos parce que si je suis enthousiaste, c'est que je sais pas ce qui va arriver. Puis là, j'ai mon plan. J'envoie mon plan à Annie-Catherine du FMC. J'espère qu'elle va approuver mes idées. Mais si on part en prod avec ça, j'ai bien hâte de voir comment je vais réagir. Parce que je vais vivre des affaires encore. Ouais. Mais fait qu'il faut que les idées... C'est vraiment comme une construction de projet. Il faut que tu approuves chaque étape. Ben là, c'est compliqué. Quand tu veux des fonds dans la vie, il faut que tu te remplisses des formulaires. Ouais. Mais je dois dire qu'au niveau de la créativité, le FMC, il nous laisse l'espace. Il y a des guides très précis. Là, notamment, il faut que ça entre dans certaines catégories de contenu. Mais moi, je dis que mon contenu, c'est du documentaire. C'est quoi la différence entre un vlog et un documentaire? C'est ça. C'est une question rhétorique, mais et puis je barre un peu plus épais, là, comme je vais aller, je fais mieux que ce que je fais d'habitude justement parce que j'ai des fonds. Fait que là, je peux payer le monde, mais aussi je peux payer genre un caméraman ou genre une caméraman ou un recherchiste ou genre, tu sais.
Puis là, je vais avoir, tu sais, payer un petit mix, une petite colo. Tu sais, ça va permettre d'augmenter la production value de ce contenu-là. Puis je pense que ça va aider à faire rayonner notre culture sur Internet. Puis peut-être dans l'industrie en général. Y a-tu, parce que ça fait quand même pas loin de 10 ans que t'es sur le web, plus que ça, peut-être? Dude, ma chaîne YouTube, c'est genre 2015, je pense, mais j'étais déjà avant sur Facebook. Tu sais, moi, je pense qu'à l'UQAM, j'ai commencé à étudier à l'UQAM en 2008, OK? Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir un genre de meme. Comme avant même. Tu sais, au cégep, j'avais un show de radio étudiante qui s'appelait Pizza végétarienne. Mais à l'UQAM, j'ai commencé à poster sur Facebook. Okay. Puis là, j'ai commencé à avoir des followers, genre. Tu sais, comme mais tu sais, dans le temps, on avait des amis qu'on connaissait pas, genre, là. Puis là, après ça, Musique Plus, là, j'ai été comme fucking enseveli de, entre guillemets, fan de cette époque-là, là, genre de fan de télé-réalité, on peut dire. Puis là, après ça a été le long hustle de genre, je pose du contenu sur Internet. Voulez-vous le checker? Oui! Ça s'est développé comme ça. Tu sais, c'est drôle, tu sais, des fois, Facebook, il envoie des souvenirs de comme back then, genre. Toi, tu dois pas être sur Facebook, t'es trop jeune. Un peu, mais. Je suis encore sur Facebook, mais je veux dire. Non, mais. Tu sais, il t'envoie des souvenirs. Puis moi, c'est drôle parce que des fois, souvent, ces souvenirs-là, c'est genre moi qui est comme hey, allez voir ma vidéo. Mais c'est juste la plateforme qui change. C'est genre, allez voir ma vidéo sur musicplus.com, allez voir ma vidéo sur Instagram, allez voir ma vidéo sur YouTube. Mais c'est juste comme toujours hey, allez voir ma vidéo. Yeah. C'est juste ça tes posts. Ben non, mais pendant des années, ça l'a été. Tu sais, comme si on fait la moyenne de ma dernière décennie plus, là, parce que là, je suis rendu à 35, fait que ça va faire bientôt 15 ans, OK? Bientôt 15 ans. Ça fait bientôt 15 ans que presque à chaque semaine, je monte une vidéo de moi. C'est quand même... C'est fou, hein? Parce que ça n'a pas toujours été sur YouTube. Il y a des années où c'était juste sur musicplus.com. Il y a des années où j'ai fait un documentaire aussi indépendant qui s'appelait 12track.tv, que c'est encore en ligne, si vous allez voir, 12track.tv. Je suis vraiment plus jeune là-dessus. Mais bref, ça fait des années que très souvent, je monte moi-même. Puis je sais pas ce que ça fait un individu, ça, à long terme. C'est une expérience sur moi-même que je fais. C'est comme si je passe du temps avec une version troisième personne de moi. Anyway, l'influence. Vivre dans l'œil du public d'internaute aussi longtemps, ça a eu un impact sur ta personne. Mais je suis pas très connu, fait que c'est pas si pire. Mais oui, je l'avais remarqué déjà à ce temps-là, même si c'était juste Musique Plus, vidéo recherchée, puis dans ce temps-là, je sais pas si tu te souviens, ou Or If You Cared, mais genre, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres télé-réalités, fait que c'était comme la télé-réalité du moment, puis c'est comme, tu sais, elle a été regardée en tabarnouche, puis là, plus que j'avais, je me faisais arrêter dans l'épicerie, puis tout, puis tu sais, au bar, puis whatever. Puis, comme je dis souvent, c'est sûr que tu peux pas te plaindre là, parce que c'est quelqu'un qui vient souvent t'encourager ou whatever, mais ça te dérange ton quotidien dans une manière que les gens ne peuvent pas vraiment comprendre. Puis moi, ce que je me disais, c'est yo, Katy Perry, ça doit être l'enfer. Genre, ça doit être absolument l'enfer. Parce que moi, je suis juste this guy. C'est super niche. Puis moi, je pense que même maintenant, je suis pas mal sûr que 90% des Québécois, ça n'a pas pantoute chiqui, là. Tu sais, genre, comme je pense, là. Puis même là, il y a encore du monde qui m'arrête, tu sais, puis c'est pas super fatigant, mais ça peut parfois l'être. Donc, c'est là où j'ai commencé à m'habituer à être dans, entre guillemets, l'œil du public, là, tu sais. Puis après ça, tu trouves ta vraie intimité là-dedans. Parce que tu remarqueras aussi que moi, il y a bien plus de choses que tu sais pas sur ma vie que tout ce que tu sais là, sur Internet. Ce que tu mets sur Internet. Oh my God, tu sais, comme si je compare avec d'autres, entre guillemets, influenceurs, là, il y a un contexte de comme, bonjour, voici, genre, j'ouvre le canal, puis genre, merci, fin du spectacle, tu sais, genre. On faisait un petit retour sur tes années YouTube, puis j'étais curieux de savoir c'est quoi ton vidéo préférée que t'as faite, qui te rend le plus fier, ou que t'as le plus aimé le faire. D'habitude, quand le monde me parle de ma chaîne YouTube, quand ils me connaissent pas du tout, là, parce que ça arrive tout le temps, là, comme, mettons, je suis en voyage aux States, ils sont comme, hey, genre, what do you do? Puis je suis comme, oh, I'm a YouTuber. Puis ils sont comme, OK, what do you do? Puis c'est tellement varié, là, tu sais. Mais d'habitude, mon top 3 que je donne assez universel, c'est le marathon pas entraîné, qui est un classique. Ça, c'est un documentaire. Excusez l'ONF, mais ça, c'est un documentaire. 2, je nomme le marathon Avengers, où j'ai passé 32 heures dans un cinéma à Toronto pour voir tous les films d'Avengers, de Iron Man 1 à Avengers Infinity War. C'était combien de temps, là, tout 32 heures. Tabarnak. Ouais. C'était un bon.
quand j'ai infiltré la campagne de Donald Trump en Floride en 2016, la première campagne de Donald Trump en étant un bénévole pour le Parti républicain de la Floride. Puis, mais sinon, tu sais, j'ai aussi compris avec le temps que, puis je suis extrêmement fier de ces vidéos-là, que les vidéos avec Dead Obies à Osheaga, ils ont une signification culturelle qui me dépasse, là. Fait que tu sais, je suis comme super fier de ça, là. Genre, il y a du monde, il y a un gars qui m'a dit, ça fait une couple d'années, mais il était à l'université à ce moment-là, puis il était comme, bro, tu comprends pas, moi pis mes chums, on se réunissait dans mon sol, puis on réécoutait ta vidéo, man. Tu sais, genre, c'est comme un 2-3 punk, dans le fond. Mais je comprends le hype. Je suis fier de ces années-là. Ouais. Je comprends le hype parce que moi, tu sais, je te disais, en 2015, j'ai commencé à écouter le rap, puis tu veux pas Dead Obies, à ce moment-là, c'était comme the biggest thing, puis tes vidéos sont sorties environ dans ce temps, un peu après, là, environ. Pendant le hype. C'est ça. Genre, la vidéo où je parle de Gesam Tungswerk, l'étincelle de genre, faut que je fasse quelque chose, c'est que j'ai su ou j'ai vu les Dead Obies, à tout le monde en parle. J'étais comme, bon, ben là, on va expliquer aux Québécois c'est quoi le fucking rap, là, tu sais, genre. C'est l'entrevue, tout le monde en parle, là. Je suis pas sûr que je l'ai écouté, man. Je savais juste qu'il était là, tu sais, genre. Peut-être c'est ça qui m'a pissé off. J'étais comme, on va devoir expliquer au monde qui sont des génies, là, de la langue, là, tu sais. Mais ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, veux pas, t'avais un accès aussi. Qui fait que cette vidéo-là, c'était un accès privilégié, veux pas, au groupe que tu vois pas. Tu sais, ils ont fait un documentaire, je pense, avec Gazam, où tu voyais un petit peu comme behind the scene. Mais avec tes vidéos, t'avais une affaire qui était plus naturelle, puis t'es vraiment le fun à voir, puis je comprends, genre, le hype qu'il y avait autour de ça. C'était comme. Fun, man, c'était drôle. Puis tu sais, les gars, shout-out aux gars, tu sais, ils ont tellement été créatifs, puis bon, ils étaient. Mais tu sais, c'est des gars d'impro, right? Oui. Avant de faire du rap, ils faisaient de l'impro, fait que they know, ils ont tous leurs personnages, ils ont own le shit. Ils ont vu, tu sais, ils ont vu des YouTubers le faire, ils ont vu des Music Plus people le faire, fait que tu sais, ils ont juste complètement run with it, puis je pense qu'il y a de la place pour ça encore sur Internet. Ouais. Puis, ben, je suis curieux de t'en parler par rapport aux vidéos d'infiltration dans la campagne de job, parce que qui est un vidéo qui est comme surréel, là, vraiment. Là. Ça a été. Longtemps, j'ai pas écouté. D'où est venue ton idée d'aller là sur place? Bon, fait que moi, je suis un gros fan de politique. Là, pour moi, les élections, c'est comme le Super Bowl, puis j'aime la politique américaine. Puis, j'aime écouter la radio, j'aime les journalistes, puis dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup Radio-Canada. Puis j'étais un gros fan de Michel Sauger, entre autres, tu sais. Manon Glebensky. Puis dans ce temps-là, en 2015 puis 2016, mes analystes politiques préférés à la radio, ils passaient complètement à côté du phénomène que je voyais sur Internet qui s'appelait Donald J. Trump. Genre, moi, j'étais sur Reddit, là, puis j'étais comme, oh boy. Tu sais que j'ai dit que j'aime le rap américain. Tu sais, je suis un Québécois, je suis un fier francophone, mais je suis très influencé par la culture américaine. C'est évident, je suis né en ville, puis comme je suis un Nord-Américain, 100%. Fait que bref, je voyais ce qui se passait sur Internet, puis j'étais comme, yo, Michel Sauger, il comprend pas que Donald Trump va être élu, genre, tu sais. Puis, moi, j'aime ça, les soirées d'élection, aller voir ça dans un bar. Dans ce temps-là, tu sais, là, j'ai vieilli, là, c'est vraiment rare que je sors d'un bar maintenant, là, comme rarissime. Mais dans le temps, j'aimais ça aller sortir dans un bar, prendre une bière pour voir l'élection. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire ça pour l'élection américaine. Puis je me suis dit, oh, ben, tant qu'à faire, ça serait cool d'aller voir ça avec des Américains, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, ça serait cool d'être avec des fans de Trump parce que je pense qu'il va gagner. Fait que comme. Puis là, j'étais comme, hey, comment est-ce que je pourrais être avec des fans de Trump? Puis là, j'ai commencé à rechercher. Puis là, à un moment donné, pendant ma recherche Facebook, j'étais comme, oh yo, this is a video. Genre, c'est une vidéo. Puis ça, c'est mes meilleures vidéos. C'est comme quand je suis en train de faire de quoi dans la vraie vie, que je suis comme, oh yo, je devrais filmer ça dans le fond, genre, tu sais. Puis là, évidemment, vu que c'est une vidéo, j'étais allé beaucoup, beaucoup plus loin que je pensais aller. Moi, je voulais juste trouver comme un spot où aller voir les élections. Genre, je serais allé au Vermont, à la limite. Là, je serais allé, genre, je serais allé dans un bar voir Donald Trump, tu sais, gagner aux élections avec des républicains juste pour le voir. Mais finalement, je me suis dit, je vais filmer, je vais faire un mini-documentaire dans le fond. Puis là, une chose mène à une autre, je me retrouve au bureau des bénévoles républicains de Fort Lauderdale parce que je trouve leur adresse en ligne. Puis j'ai été bénévole pour une soirée, puis une journée. Puis ils m'ont invité à l'élection, le party électoral dans un restaurant de wings, un restaurant d'ailes de poulet. Direct d'un stéréotype, là. Exact. Puis j'ai fait un deuxième vidéo là, puis the rest is history. Le plus incroyable, c'est que il y a du monde qui m'écrivait du Québec pendant que j'étais là-bas. Puis les gens écoutaient le téléjournal ou TVA, les médias traditionnels, puis ils me disaient, les journalistes disent,
on est incapable de parler aux fans de Trump. Tout le monde évite les médias présentement. Puis pendant ce temps-là, ils avaient leur cellulaire ouvert. Puis c'était moi, tu sais, en selfie, en train de boire des shots. J'exagère, là, tu sais, mais je me fais donner un bec par une cowgirl, tu sais, genre une madame cowboy qui a voté pour Trump, là, genre. Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir l'accès, puis le fait de prendre un chemin différent, ça te donne peut-être un produit journalistique plus intéressant que les méthodes traditionnelles. Mais en même temps, je prétends pas être un journaliste, c'est juste que des fois, je fais du journalisme. C'est comme je prétends pas être un humoriste, c'est juste que des fois, je fais de l'humour, mais je suis un rappeur, par exemple. Puis mettons, là ça fait genre 8 ans quasiment que la campagne est faite. Ouais, 2016, c'est ça. Fait que looking back, c'est quoi mettons ton analyse de la situation de Trump, mais aussi comment il a été. C'est parce que là, c'est une grosse question, là, mais mettons. Ouais. C'est quoi mon analyse de Trump? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, tu sais, mettons comme ce qui a mené à son élection en 2016, parce que, tu sais, je veux pas, c'était pas. Tout le monde pensait qu'il allait pas rentrer. Non, des chambres d'écho allaient penser qu'il allait pas rentrer. Des chambres d'écho citadines de gauche pensaient qu'il allait pas rentrer. Mais il y a un paquet de monde qui pensait qu'il allait rentrer. Même comme. Mais toi, t'es allé chercher une opinion qui est plus centrée vers le monde là-bas. Est-ce que, même aux States aussi. Mais. Ouais, non, mais c'est que, mettons, jusqu'à la dernière seconde, là, tu te souviens, Raphaël Jacob qui avait dit je ne serai plus analyste politique si Donald Trump gagne. Tu sais, je veux dire, il est là chaque semaine encore. Là. mais puis CNN, toutes les prédictions, c'était l'inverse. Là, mais. Puis c'est facile à dire maintenant, je le savais, tu sais, je veux dire, comme jusqu'à la seconde où j'ai vu les États tourner au rouge, j'avais encore un doute. Mais. À force de passer autant de temps sur Internet, tu finis par voir les vagues, tu sais. C'est un peu comme faire du surf. C'est drôle parce que le monde appelait ça surfer l'Internet dans les années 90, quand j'étais un kid. On surfe sur Internet. Puis après toutes ces années, je trouve que c'est la meilleure manière de le décrire, c'est que j'ai vu la vague Trump venir sur Internet, puis j'étais comme, non, this is a real thing. Là. C'est organique, il y a personne qui paye pour ça. C'est comme, tu sais, c'est des vrais dudes en tabarnak, tu sais, genre. Puis je te dis pas si c'est une mauvaise ou une bonne chose, mais comme des fois, il y a de ces vagues qui sont plus forts que l'institution traditionnelle médiatique, puis ça donne ce que ça a donné. That's it. Ben, un immense merci pour ton temps, Fred. C'est vraiment très cool. Pour ceux qui veulent te suivre sur Internet, où est-ce qu'on peut te trouver? Je sais pas, man. Travail fait Bastien, vous allez trouver de quoi sur Internet? Trouvez Fred Bastien quelque part sur la toile. That's it. Trouvez-moi en train de faire du surf. Un gros merci pour ton temps, Fred. Puis on se voit quand tu veux. On peut faire du extra YouTube si tu veux. Yes. OK.